Un samedi après-midi de juin 1983, dans une rue tranquille d'Angers, une fillette de 8 ans disparaissait sans laisser de traces. Pendant 28 ans, sa famille vivrait avec l'incertitude déchirante de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Jusqu'à ce jour de mars 2011, où un homme âgé allongé sur un lit d'hôpital demanderait à parler aux autorités. Ce qu'il allait révéler changerait tout ce que les enquêteurs avaient cru comprendre pendant près de 3 décennies. Comment une vérité aussi terrible avait-elle pu rester cachée si longtemps à seulement quelques maisons de distance? Et pourquoi cet homme avait-il gardé le silence pendant toutes ces années? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Angers, préfecture du Maine-et-Loire, était dans les années 80 une ville moyenne française qui conservait son charme provincial malgré une industrialisation modérée. La ville comptait environ 150 000 habitants et bénéficiait d'une économie stable grâce à ses usines textiles et électroniques. Les quartiers résidentiels s'étendaient paisiblement autour du centre historique, offrant aux familles de classe moyenne des petites maisons avec jardin où les enfants pouvaient encore jouer dehors sans surveillance constante. La rue Waldeck-Rousseau, située dans le quartier de Belle-Beille, au nord-ouest de la ville, incarnait parfaitement cette tranquillité. Une voie résidentielle bordée d'arbres, avec une vingtaine de maisons modestes, construites dans les années 60. Des pavillons de plein pied ou à étage, tous avec leurs petits jardins clôturés. Le quartier abritait principalement des ouvriers, des employés municipaux et quelques instituteurs. Un endroit où tout le monde se connaissait, où l'on se saluait le matin, où les femmes discutaient sur le pas de leur porte pendant que les enfants faisaient du vélo sur la chaussée peu fréquentée. La famille Mercier habitait au numéro 17 depuis 1975. Marc Mercier, 38 ans en 1983, travaillait comme contremaître dans une usine de pièces automobiles à la périphérie d'Angers. Un homme solide, aux mains calleuses, qui partait chaque matin à 6 heures et rentrait vers 17 heures, couvert de la poussière métallique du travail. Sophie, son épouse, 36 ans, enseignait le français dans une école primaire du quartier voisin. Une femme douce, au visage fin, toujours impeccablement coiffée, qui portait des robes fleuries et gardait sa maison dans un ordre méticuleux. Leur fils Julien, 12 ans, venait d'entrer au collège. Un garçon sérieux, un peu replié sur lui-même, qui passait ses après-midi à lire des bandes dessinées ou à jouer au football avec les copains du quartier. Il protégeait sa petite sœur avec une fierté discrète, même s'il trouvait parfois qu'elle était trop bavarde et collante. Céline Mercier avait 8 ans. Une fillette vive, au visage parsemé de taches de rousseur, avec de longs cheveux châtains que sa mère lui tressait chaque matin avant l'école. Elle adorait les histoires, surtout celles de princesses et de chevaliers que lui lisait sa mère le soir. À l'école, elle était appréciée de ses camarades, toujours prête à partager ses crayons de couleur ou à inventer des jeux pendant la récréation. Elle avait cette insouciance lumineuse propre aux enfants qui n'ont encore jamais connu le vrai malheur. 3 maisons plus loin, au numéro 23, vivait Gérard Fontaine. 45 ans, célibataire, ancien employé des chemins de fer qui avait pris une retraite anticipée pour raison de santé quelques années plus tôt. Un accident de travail en 1978 lui avait laissé une claudication légère à la jambe droite. Il passait ses journées à entretenir méticuleusement son jardin, à lire le journal et à écouter la radio. Les voisins le trouvaient un peu distant, mais courtois. Il saluait toujours poliment, aidait parfois les personnes âgées à porter leurs courses, mais déclinait systématiquement les invitations au repas de quartier. Un homme solitaire qui semblait préférer sa propre compagnie. Gérard était de taille moyenne, avec des cheveux grisonnants coupés courts et un visage anguleux marqué par des années de travail en extérieur. Il portait invariablement des pantalons de toile beige et des chemises à carreaux boutonnés jusqu'au col. Son jardin était son sanctuaire. Des rangées de légumes parfaitement alignés, des rosiers taillés avec précision,
une petite serre où il cultivait des tomates. Il y passait des heures, courbé sur ses plantations, observant la vie du quartier d'un regard qui semblait ailleurs. Les enfants de la rue le trouvaient étrange. Il ne leur souriait jamais vraiment, ne leur offrait jamais de bonbons comme le faisaient les autres voisins âgés. Mais il n'était pas méchant non plus, simplement absent, comme s'il vivait dans un monde parallèle au leur. Céline, elle, le saluait toujours avec enthousiasme quand elle passait devant sa maison. « Bonjour, monsieur Fontaine !» criait-elle, et il levait brièvement la main en guise de réponse avant de retourner à ses plantes. En ce printemps de 1983, la vie suivait son cours tranquille, rue Waldeck-Rousseau. Les lilas fleurissaient dans les jardins, répandant leur parfum sucré dans l'air encore frais. Les jours rallongeaient, et les enfants profitaient des soirées clémentes pour prolonger leurs jeux dehors jusqu'à l'heure du dîner. C'était une époque où la peur n'avait pas encore vraiment pénétré ces quartiers paisibles, où les parents ne voyaient pas de danger à laisser leurs enfants jouer sans surveillance à quelques maisons de distance. Le samedi 14 juin 1983 était une journée d'été précoce. Le thermomètre affichait déjà 26 degrés à 14 heures, et le ciel était d'un bleu limpide, sans le moindre nuage. Sophie Mercier avait profité de cette belle matinée pour faire le grand ménage. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la brise tiède qui agitait doucement les rideaux à fleurs de la cuisine. L'odeur de la cire et du produit pour vitres se mêlait à celle du poulet rôti qu'elle préparait pour le déjeuner. Marc était parti tôt, au jardin ouvrier qu'il louait à la commune, à 2 kilomètres de là. Il voulait finir de retourner la terre de son potager avant les grosses chaleurs. Julien était chez un camarade depuis le matin. Il devait passer l'après-midi à jouer aux petites voitures dans le garage de la maison de son ami. Céline avait déjeuné rapidement, engloutissant sa part de poulet et ses haricots verts avec l'impatience d'une enfant qui veut retourner jouer. Elle portait ce jour-là une robe d'été jaune citron que sa grand-mère lui avait offerte pour son anniversaire en avril avec des sandales blanches à boucles. Ses cheveux étaient attachés en 2 couettes qui rebondissaient quand elle bougeait la tête. « Maman, je peux sortir jouer avec Mathilde ?» avait-elle demandé en débarrassant son assiette, les yeux brillants d'excitation. Mathilde Laurent habitait au numéro 12, 2 maisons plus bas, une fillette du même âge que Céline, sa meilleure amie depuis la maternelle. Elles étaient inséparables, passant leurs après-midi à jouer à la marelle, à sauter à la corde ou à inventer des histoires compliquées avec leurs poupées. « D'accord, mais tu restes dans la rue, tu ne vas nulle part sans me prévenir, compris ?» Sophie avait essuyé ses mains sur son tablier et s'était penchée pour embrasser sa fille sur le front. « Et tu rentres à 17 heures pour le goûter. »« Promis, maman !» Céline avait déjà filé vers la porte, ses sandales claquant sur le carrelage. Sophie l'avait regardé traverser le petit jardin devant la maison et pousser le portillon blanc. Elle l'avait vu courir sur le trottoir en direction de la maison des Laurent. C'était la dernière fois qu'elle verrait sa fille vivante. À 14h30 précise, Sophie s'en souvenait parce que l'horloge de la cuisine venait de sonner la demie. Elle était montée à l'étage pour faire les lits. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle apercevait la rue. Elle avait vu Céline et Mathilde qui jouaient à la marelle sur le trottoir, traçant les cases à la craie blanche. Leur rire montait jusqu'à elle, cristallin dans l'air chaud de l'après-midi. Madame Laurent, la mère de Mathilde, était sortie vers 15 heures pour arroser ses géraniums. Elle avait salué les fillettes d'un geste de la main avant de rentrer. Les enfants avaient continué à jouer, passant de la marelle à un jeu de cache-cache improvisé entre les voitures garées dans la rue. Gérard Fontaine était dans son jardin cet après-midi-là. Plusieurs voisins le confirmeraient plus tard. Il taillait sa haie de Troène, méthodiquement, section par section. Il portait un chapeau de paille pour se protéger du soleil et s'arrêtait régulièrement pour boire de l'eau d'une bouteille posée sur le muret de pierre qui bordait son terrain. Vers 15h45, un événement banal allait tout changer. Mathilde avait été appelée par sa mère. Sa grand-mère venait d'arriver à l'improviste et voulait l'emmener faire des courses au centre-ville. La fillette était entrée chez elle en courant, laissant Céline seule dans la rue. C'était un détail crucial que l'enquête établirait précisément par la suite.
Madame Laurent se souvenait parfaitement de l'heure. Sa belle-mère était arrivée juste avant 16 heures moins le quart. Elle avait regardé la pendule en l'entendant frapper à la porte. Elle avait appelé Mathilde, qui était rentrée immédiatement. Par la fenêtre, elle avait vu Céline qui restait dehors, debout sur le trottoir, semblant hésiter sur ce qu'elle allait faire. Une voisine du numéro 15, Madame Garnier, avait témoigné avoir vu Céline à ce moment précis. Elle sortait ses poubelles et se souvenait de la petite robe jaune qui brillait au soleil. Elle avait demandé à Céline, « Tu ne joues plus avec Mathilde ?»« Elle est partie avec sa mamie », avait répondu la fillette avec une moue déçue. « Tu veux rentrer chez toi ?»« Non, je vais dessiner sur le trottoir encore un peu. » C'étaient les dernières paroles que quelqu'un aurait avec Céline Mercier. Madame Garnier était rentrée chez elle. Elle estimait qu'il devait être environ 16 heures moins le quart, peut-être 16 heures moins 10. Elle n'avait pas regardé l'heure précisément, mais elle se souvenait que son émission préférée allait commencer à 16 heures et qu'elle était rentrée un peu avant pour ne pas la manquer. À 16h15, le facteur était passé rue Waldeck-Rousseau pour une livraison recommandée au numéro 9. Il n'avait remarqué aucun enfant dans la rue à ce moment-là. Il en était certain, parce qu'il adorait les enfants et leur parlait toujours quand il en croisait. La rue était déserte, silencieuse sous le soleil de l'après-midi. Sophie Mercier avait fini son ménage vers 16h30. Elle était descendue pour préparer le goûter, du pain avec du chocolat et un verre de lait, comme tous les jours. Elle avait regardé par la fenêtre de la cuisine. Pas de petite robe jaune dans la rue. Elle avait pensé que Céline était peut-être retournée chez Mathilde, même si c'était étrange qu'elle n'ait pas prévenu. À 17h, le goûter refroidissait sur la table. Sophie commençait à s'inquiéter. Elle était sortie dans la rue, avait appelé « Céline, Céline !» Aucune réponse. Elle était allée frapper chez les Laurent. Non, Mathilde était partie avec sa grand-mère depuis plus d'une heure, et Céline n'était pas venue. Le cœur de Sophie s'était serré. Elle était rentrée rapidement chez elle pour vérifier si sa fille n'était pas revenue pendant qu'elle était chez les voisins. La maison était vide. Elle avait couru dans la rue, frappant à toutes les portes. Personne n'avait vu Céline. La panique montait dans sa gorge, rendant sa voix de plus en plus aiguë à mesure qu'elle criait le nom de sa fille. Marc était rentré du jardin ouvrier à 17h30 et avait trouvé sa femme en larmes, entourée de voisins inquiets. Sans perdre une seconde, il avait couru jusqu'à la cabine téléphonique au bout de la rue et avait appelé la gendarmerie. À 18h, 3 gendarmes arrivaient rue Waldeck-Rousseau. À 19h, toute la rue était mobilisée pour chercher. Les hommes ratissaient les jardins, les garages, les hangars. Les femmes téléphonaient aux familles, aux amis, à tous ceux qui auraient pu voir quelque chose. Julien était rentré de chez son copain et pleurait, recroquevillé dans un coin du salon, ne comprenant pas ce qui se passait. La nuit tombait sur Angers, la petite Céline Mercier avait disparu sans laisser la moindre trace. Les premières 48 heures après la disparition de Céline furent un tourbillon chaotique de recherches frénétiques, d'interrogatoires et d'espoirs qui s'amenuisaient d'heure en heure. L'inspecteur Laurent Beaumont, un homme de 52 ans aux tempes grisonnantes et au regard fatigué, avait été dépêché d'Angers pour prendre en charge l'enquête. Vétéran de la police judiciaire avec 25 ans de service, il avait déjà travaillé sur plusieurs affaires de disparition d'enfants. Il savait que chaque minute comptait. Le dimanche matin, plus de 200 personnes participaient aux recherches. Des voisins, des habitants des quartiers environnants, des pompiers, des gendarmes avec leurs chiens. Ils avaient fouillé systématiquement chaque mètre carré dans un rayon de 5 km autour de la rue Waldeck-Rousseau. Les bois de Belleveille, le parc municipal, les berges de la Maine, les friches industrielles, les caves, les greniers, les puits abandonnés. Rien, pas un vêtement, pas un jouet, pas le moindre indice. Les enquêteurs avaient interrogé chaque résident de la rue. Tout le monde avait un alibi vérifiable pour la période cruciale entre 16h et 16h30. Madame Garnier regardait sa télévision. Son mari pouvait le confirmer. Madame Laurent était en ville avec sa fille et sa belle-mère. Des commerçants les avaient vus. Les autres familles étaient chez elles. Plusieurs personnes pouvaient attester de leur présence.
Gérard Fontaine jardinait, au moins 3 voisins l'avaient aperçu dans son jardin à différents moments de l'après-midi. Les gendarmes avaient établi des barrages routiers dans toute la région. Des avis de recherche avec la photo de Céline, celle de sa photo de classe, où elle souriait avec ses 2 couettes et son pull bleu marine, avaient été placardés partout. Dans les gares, les supermarchés, les écoles, les cabinets médicaux. La presse locale s'était emparée de l'affaire. Le Courrier de l'Ouest titrait en première page « Une fillette de 8 ans disparaît mystérieusement à Angers ». Sophie Mercier ne dormait plus. Elle passait ses nuits assise à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la porte, attendant que sa fille rentre. Elle avait arrêté de manger. En quelques jours, son visage s'était creusé, des cernes violacées soulignaient ses yeux rougis par les larmes. Elle parlait peu, sursautait au moindre bruit. Marc essayait de la réconforter, mais il était lui-même au bord de l'effondrement. Il s'était mis en arrêt maladie, incapable de retourner travailler, alors que sa fille était quelque part, peut-être en danger, peut-être appelant à l'aide. Julien s'était refermé complètement. Il refusait d'aller au collège, restait enfermé dans sa chambre. Il se reprochait de ne pas avoir été là cet après-midi, pensant qu'il aurait pu protéger sa petite sœur. La culpabilité le rongeait, irrationnelle mais tenace. Les premières théories avaient émergé rapidement. Un enlèvement par un pédophile, un inconnu qui serait passé en voiture et aurait attiré l'enfant. Mais comment? En plein après-midi, dans une rue où les gens étaient chez eux, fenêtres ouvertes? Personne n'avait entendu de cris, de pleurs, le bruit d'une voiture qui démarre précipitamment. C'était comme si Céline s'était volatilisée. Une autre hypothèse, la fugue. Mais Céline n'avait que 8 ans. Elle était heureuse chez elle. Elle n'avait aucune raison de partir. Et surtout, comment aurait-elle pu aller quelque part sans être vue, sans argent, sans vêtements de rechange? Les semaines passèrent. Les recherches se poursuivaient, mais avec moins d'intensité. La vie du quartier reprenait lentement, même si personne ne se sentait plus vraiment en sécurité. Les mères ne laissaient plus leurs enfants jouer dehors sans surveillance. Les rires avaient disparu de la rue Waldeck-Rousseau. L'inspecteur Beaumont était venu personnellement voir les Mercier 2 mois après la disparition. Ils s'étaient assis dans leur salon qui sentait leur enfermer. Les fenêtres n'étaient plus ouvertes, comme si la famille avait peur que le malheur entre à nouveau. Il leur avait dit la vérité avec une franchise douloureuse. Sans nouvelles pistes, sans témoins, sans corps, l'enquête allait être classée en sommeil. Ils continueraient à chercher, bien sûr, mais les chances de retrouver Céline vivante s'amenuisaient de jour en jour. Sophie avait éclaté en sanglots. Marc avait serré les poings si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Julien, assis dans l'escalier d'où il écoutait la conversation, avait fermé les yeux pour retenir ses larmes. Les années s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Sophie avait repris l'enseignement en septembre 1984, mais elle n'était plus la même. Ses collègues disaient qu'elle avait perdu sa légèreté, son sourire. Elle faisait son travail mécaniquement, correctement, mais sans la passion qu'elle y mettait avant. Elle gardait dans son bureau une photo de Céline qu'elle regardait parfois pendant la récréation, quand les enfants jouaient dans la cour. Marc était retourné à l'usine. Il travaillait plus que nécessaire, acceptait les heures supplémentaires, les missions du week-end. Ses collègues savaient qu'il cherchait à fuir, à s'épuiser physiquement pour ne pas avoir à penser. Le soir, il s'asseyait devant la télévision et regardait sans voir, une bière à la main. Le couple s'était éloigné l'un de l'autre. Il ne parlait plus de Céline, comme si prononcer son nom faisait trop mal. La chambre de la fillette était restée intacte, porte fermée. Personne n'y entrait. C'était devenu un sanctuaire silencieux où le temps s'était arrêté ce samedi de juin. Julien avait grandi dans l'ombre de sa sœur disparue. Au collège, puis au lycée, il était le frère de la petite qui a disparu. Il avait développé un caractère renfermé, évitant les amitiés trop proches. Il était parti faire ses études à Nantes, soulagé de quitter cette maison hantée par l'absence. Il téléphonait à ses parents chaque semaine par devoir, mais les conversations étaient brèves, tendues. Il avait construit sa vie loin d'Angers,
loin de la rue Waldeck-Rousseau. Le quartier, lui aussi, portait les cicatrices de ce jour de juin. Les Laurent avaient déménagé en 1985. Madame Laurent ne supportait plus de vivre dans cette rue, de croiser Sophie Mercier, qui la regardait parfois avec un reproche muet. Si seulement elle n'avait pas appelé Mathilde ce jour-là, si les fillettes étaient restées ensemble. D'autres familles étaient parties au fil des années. De nouveaux arrivants prenaient leur place, qui ne connaissaient pas l'histoire, qui laissaient leurs enfants jouer dehors sans savoir. Gérard Fontaine était resté. Il continuait sa vie solitaire, son jardinage méticuleux, ses promenades quotidiennes jusqu'à la boulangerie. Mais quelque chose avait changé en lui après la disparition. Les voisins qu'il avait connus avant remarquaient qu'il semblait encore plus distant, presque fantomatique. Il ne sortait plus que très tôt le matin ou en fin d'après-midi, comme s'il évitait les heures où les gens étaient dehors. Son visage s'était creusé, vieilli prématurément. Il avait développé une toux persistante qu'il cachait derrière son mouchoir. Chaque année, le 14 juin, un article paraissait dans le journal local. Il y a X ans, Céline Mercier disparaissait à Angers. La photo de la fillette souriante, un appel à témoins qui ne donnait jamais rien. Les années passaient, 5 ans, 10 ans, 15 ans. L'affaire était devenue un cold case, un de ces mystères non résolus qui hantent une ville. Sophie allumait une bougie chaque 14 juin. Elle se rendait à l'église du quartier et priait, même si elle ne croyait plus vraiment. Elle priait pour que sa fille ait été épargnée, pour que si elle était morte, cela ait été rapide, sans souffrance. Elle priait surtout pour avoir la force de continuer à vivre avec ce vide béant dans sa poitrine. En 2011, 28 ans après la disparition, Sophie avait 64 ans. Elle était à la retraite depuis 3 ans. Ses cheveux étaient blancs, son dos s'était courbé. Marc avait 66 ans et des problèmes cardiaques. Il vivait toujours rue Waldeck-Rousseau, dans cette même maison. Julien, 40 ans maintenant, était comptable à Nantes, marié, père de 2 enfants que ses parents voyaient rarement. La vie avait continué, mais elle n'avait jamais vraiment repris. C'était une existence amputée, où le bonheur n'était qu'un souvenir lointain, presque irréel. Il s'était habitué au chagrin comme on s'habitue à une douleur chronique. On vit avec, on n'y pense pas tout le temps, mais elle est toujours là, sourde, permanente. Mars 2011 était inhabituellement froid pour la saison. Un hiver qui refusait de lâcher prise, avec des gelées matinales qui transformaient les pelouses en tapis argentés, et un vent mordant qui s'engouffrait dans les rues d'Angers. Le jeudi 17 mars, Gérard Fontaine s'était réveillé avec une douleur lancinante dans le côté droit de l'abdomen. Ce n'était pas la première fois. Depuis plusieurs mois, il ressentait des malaises qu'il attribuait à son âge, 73 ans, et à une vie de fumeur. Mais cette fois, la douleur était différente, plus intense, accompagnée de nausées et de vertiges. Il avait tenté de l'ignorer, comme il ignorait la plupart de ses problèmes de santé. Il n'aimait pas les médecins, évitait les hôpitaux. Mais vers midi, alors qu'il était effondré dans son fauteuil du salon, incapable de se lever sans que la pièce se mette à tourner, il avait dû se rendre à l'évidence. Il avait rampé jusqu'au téléphone et composé le 15. Les pompiers étaient arrivés en 10 minutes. Il l'avait trouvé livide, en sueur, respirant avec difficulté. Le diagnostic sur place était préoccupant, tension artérielle chutant, pouls faible et irrégulier. Il l'avait transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire d'Angers. Aux urgences, les examens s'étaient enchaînés rapidement. Scanner, analyse sanguine, échographie. Le docteur Agnès Cartier, chef du service d'oncologie, une femme d'une 50aine d'années au regard direct et à la voix posée, était venue lui annoncer les résultats le lendemain matin. Elle s'était assise sur la chaise, à côté de son lit, avait pris une respiration avant de parler. « Monsieur Fontaine, j'ai les résultats de vos examens. Nous avons identifié une masse importante au niveau du foie, ainsi que plusieurs métastases dans les poumons et les os. Il s'agit d'un cancer hépatocellulaire à un stade très avancé. » Gérard l'avait regardé sans ciller. Une partie de lui le savait déjà.
La fatigue écrasante des derniers mois, la perte de poids qu'il avait remarquée mais refusé de reconnaître, c'est tout qui empirait. Il avait demandé, la voix rauque, « Combien de temps ?» Le docteur Cartier n'avait pas détourné le regard. « Quelques semaines, peut-être 2 mois au maximum. Je suis désolé. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Gérard n'avait pas dormi. Il regardait le plafond blanc, écoutait les bips réguliers des machines, les pas feutrés des infirmières dans le couloir. Pour la première fois depuis 28 ans, il s'autorisait à penser vraiment à ce jour de juin 1983, à cet après-midi qui avait tout changé, à ce secret qu'il portait comme un fardeau écrasant et qui l'avait rongé de l'intérieur aussi sûrement que le cancer qui le tuait maintenant. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Dans ces moments les plus sombres, il l'avait même espéré, cette libération finale. Mais maintenant qu'elle était là, imminente, il se rendait compte qu'il ne pouvait pas partir en emportant cette vérité. Il avait 73 ans. Il n'avait ni femme ni enfant, aucune famille, quelques connaissances qui viendraient peut-être à son enterrement par politesse. Sa vie était une coquille vide qu'il avait construite autour de son silence. Les jours suivants, tandis que les médecins mettaient en place des soins palliatifs pour gérer sa douleur, Gérard luttait contre lui-même. Une partie de lui voulait emporter le secret dans la tombe. C'était plus simple, plus sûr. Il serait mort et tout serait fini. Mais une autre partie, celle qui s'était érodée pendant 28 ans de culpabilité, lui disait que ce n'était pas juste. Pas pour elle, pas pour sa famille. Le dimanche 20 mars au soir, il avait pris sa décision. Il avait demandé à voir un aumônier. Une infirmière, surprise, rien dans son dossier n'indiquait qu'il était croyant, avait contacté le père Michel Arnaud, 68 ans, prêtre attaché à l'hôpital depuis 15 ans. Le père Arnaud était arrivé dans la chambre vers 20 heures. Un homme de stature imposante, avec une barbe blanche et des yeux d'un bleu très clair, qui semblait voir au-delà des apparences. Il s'était assis près du lit de Gérard et avait attendu, patient. « Mon père » avait commencé Gérard, la voix tremblante. « Je ne suis pas venu vers l'église pour chercher le pardon divin. Je ne crois pas que je le mérite. Mais il y a quelque chose que je dois dire avant de mourir. Quelque chose qui concerne d'autres personnes et qui doit être révélé. » Le père Arnaud avait hoché la tête. « Je vous écoute, mon fils. Mais ce que je vais vous dire... » Gérard avait fermé les yeux, cherchant ses mots. « Ce n'est pas une confession. Je veux que ce soit transmis aux autorités, immédiatement. Vous comprenez ?» Le prêtre avait froncé les sourcils, inquiet maintenant. « Si c'est quelque chose qui concerne un crime, vous devez savoir que je ne suis pas tenu au secret de la confession si vous me le dites en dehors de ce cadre. Et si c'est grave, il serait plus approprié de parler directement à la police. C'est ce que je veux. Mais je veux que vous soyez là aussi, s'il vous plaît. » Le père Arnaud avait acquiescé lentement. Il était descendu téléphoner à la police judiciaire d'Angers. 1 heure plus tard, 2 officiers entraient dans la chambre numéro 322 du service d'oncologie. L'un d'eux était le capitaine Thomas Giraud, 42 ans, visage carré et regard attentif. L'autre, la lieutenant Émilie Vasseur, 35 ans, cheveux courts, bloc-notes à la main. Le capitaine Giraud s'était présenté et avait installé un petit enregistreur sur la table de nuit. « Monsieur Fontaine, le père Arnaud nous a dit que vous aviez des informations importantes à communiquer. Nous vous écoutons. Prenez votre temps. » Gérard avait regardé le plafond un long moment. Sa main tremblait légèrement sur le drap blanc. Puis il avait commencé à parler et les mots, si longtemps retenus, s'étaient déversés comme un barrage qui cède. « Le 14 juin 1983, avait commencé Gérard d'une voix rauque. J'étais dans mon jardin. Je taillais ma haie, celle qui donne sur la rue. Il devait être 16 heures moins le quart, peut-être 16 heures moins 10. Il faisait très chaud, je me souviens. J'avais enlevé ma chemise et je ne portais qu'un maillot de corps. Le capitaine Giraud et la lieutenant Vasseur échangèrent un regard. Ils ne s'attendaient pas à ça. Le nom de Céline Mercier n'avait pas été prononcé depuis des années dans les bureaux de la police judiciaire. Le dossier était classé, stocké dans les archives. Une affaire non résolue parmi tant d'autres,
Continuez, dit doucement le capitaine. J'ai vu la petite Céline Mercier seule sur le trottoir. Son amie venait de rentrer chez elle. Céline avait l'air de s'ennuyer. Elle faisait rebondir un petit ballon rouge contre le mur d'une maison. Puis elle s'est arrêtée et elle a regardé dans ma direction. Elle m'a fait un signe de la main comme elle le faisait toujours. Je lui ai rendu son salut. Gérard s'interrompit, pris d'une quinte de tout. Le père Arnaud lui tendit un verre d'eau qu'il but lentement. Ensuite, j'ai vu une voiture remonter lentement la rue. Une Renault 12 beige, je m'en souviens précisément parce que c'était le même modèle que celle de mon frère à l'époque. Elle roulait très lentement, peut-être 20 km/h. Ça m'a frappé parce que normalement, même si c'est une rue résidentielle, les gens roulent un peu plus vite. La lieutenant Vasseur notait frénétiquement. Cette information n'avait jamais été mentionnée dans aucun des témoignages de l'époque. La voiture s'est arrêtée à la hauteur de Céline. Le conducteur a baissé sa vitre côté passager. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. J'étais trop loin, et il y avait le bruit de ma tondeuse électrique qui tournait au ralenti. Mais j'ai vu Céline s'approcher de la voiture. Elle s'est penchée vers la fenêtre, comme si elle parlait avec la personne à l'intérieur. Le capitaine Giraud se pencha en avant. « Vous avez vu le conducteur ?» ?»« Oui. C'était un homme plutôt jeune, peut-être 30 à 35 ans, cheveux bruns, courts, il portait des lunettes de soleil, je crois. Je ne peux pas vous donner plus de détails, j'étais à une quinzaine de mètres. Et ensuite, Gérard ferma les yeux, comme si revivre ce moment lui était physiquement douloureux. Céline a fait le tour de la voiture et est montée côté passager. La portière s'est refermée, la voiture est repartie doucement, a tourné au bout de la rue et a disparu. Tout ça a pris, je ne sais pas, peut-être 2 minutes, 3 au maximum. Un silence pesant tomba dans la chambre. Le capitaine Giraud regardait fixement Gérard, essayant de comprendre. « Monsieur Fontaine, dit-il d'une voix très contrôlée, vous êtes en train de nous dire que vous avez vu Céline Mercier monter volontairement dans une voiture avec un inconnu et vous ne l'avez jamais signalé aux autorités. Pendant 28 ans, les larmes coulaient maintenant sur le visage émacié de Gérard. Je sais ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait. Mais pourquoi? Bon sang, pourquoi? Gérard pleurait ouvertement maintenant, son corps frêle, secoué de sanglots. Le père Arnaud posa une main apaisante sur son épaule. « Parce que ce n'était pas un inconnu, » murmura Gérard. « J'ai reconnu la voiture, et j'ai reconnu l'homme. » La lieutenant Vasseur leva brusquement les yeux de son bloc-notes. « Qui était-ce » ? Robert Laurent, le père de Mathilde, la meilleure amie de Céline, le mari de leur voisine. Cette révélation tomba comme une bombe dans la petite chambre d'hôpital. Le capitaine Giraud se leva brusquement, fit quelques pas vers la fenêtre, se passa la main dans les cheveux. Il essayait de comprendre, de faire le lien avec ce qu'il savait du dossier. « Les Laurent, dit-il en se retournant. Ils ont déménagé en 1985, c'est ça ? Oui, confirma Gérard, environ 2 ans après la disparition. Et vous êtes certain que c'était lui ? Absolument certain. Je le voyais tous les jours. Sa voiture était toujours garée devant sa maison. Je reconnaîtrais cette Renault entre 1000. Elle avait une rayure sur l'aile avant droite, un petit impact que Robert avait fait en se garant trop près d'un poteau. Le capitaine se rassit lentement. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé après. Minute par minute. Gérard but encore une gorgée d'eau, rassembla ses forces. Sur le moment, je n'ai pas compris. Je me suis dit que peut-être Robert ramenait Céline chez elle, ou qu'il l'emmenait rejoindre Mathilde quelque part. Les familles se connaissaient bien. Ça ne semblait pas bizarre qu'un enfant monte dans la voiture du père de sa meilleure amie. Alors j'ai continué mon travail. J'ai taillé ma haie pendant encore 1 heure, peut-être plus. Mais ensuite, vers 17h30, j'ai entendu l'agitation dans la rue. Des gens qui couraient, qui criaient. J'ai vu la mère de Céline, Sophie, complètement paniquée. Elle frappait à toutes les portes en hurlant le nom de sa fille. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas, que Céline n'était pas rentrée. Et vous n'avez rien dit. Non. La voix de Gérard n'était plus qu'un murmure. Quand les gendarmes sont arrivés et ont commencé à interroger tout le monde, je ne leur ai pas parlé de la voiture. Je leur ai dit que j'étais dans mon jardin tout l'après-midi et que je n'avais rien remarqué d'inhabituel.
Mais pourquoi? Pourquoi protéger Robert Laurent? Gérard secoua la tête avec désespoir. Je ne le protégeais pas. Au début, j'avais peur de me tromper, de détruire une famille innocente avec une accusation terrible. Robert était un homme respecté dans le quartier. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de matériaux de construction. Un homme tranquille, bon père de famille. Sa femme était professeure de musique. Comment pouvais-je les accuser d'une chose aussi horrible sur la base de ce que j'avais vu? Peut-être qu'il y avait une explication simple. Peut-être qu'il l'avait effectivement ramenée chez elle, et qu'ensuite elle était repartie jouer ailleurs. Mais les jours ont passé, continua le capitaine, les recherches, l'enquête. À aucun moment vous n'avez pensé à dire la vérité? J'y ai pensé chaque jour, chaque nuit, mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Comment expliquer que j'avais attendu? Les enquêteurs m'auraient demandé pourquoi je n'avais rien dit immédiatement. Et puis Robert Laurent a été interrogé comme tous les autres résidents de la rue. Je l'ai vu partir avec les gendarmes, puis revenir quelques heures plus tard. Apparemment, son alibi était solide. Il était censé être au travail cet après-midi-là, et ses collègues devaient l'avoir confirmé. La lieutenant Vasseur intervint. Mais vous saviez qu'il ne pouvait pas être au travail puisque vous l'aviez vu rue Waldeck-Rousseau. Exactement. Soit ses collègues mentaient pour le couvrir, soit il avait trouvé un moyen de falsifier sa présence au bureau. Mais les gendarmes avaient l'air satisfaits de son alibi. L'enquête s'est orientée vers la piste d'un enlèvement par un étranger. Et moi, j'ai continué à me taire. Vous vous rendez compte, dit le capitaine Giraud d'une voix dure, que si vous aviez parlé à l'époque, on aurait peut-être pu sauver cet enfant, ou au moins retrouver son corps, donner un peu de paix à sa famille. Gérard pleurait sans retenue maintenant. Je sais. Croyez-moi, je sais. J'y ai pensé chaque jour de ma vie depuis 28 ans. Je voyais Sophie Mercier dans la rue, son visage détruit par le chagrin, et je savais que je détenais peut-être la clé. Mais j'avais trop peur. Peur d'avoir tort, peur des conséquences, peur de ce que les gens diraient. Et plus le temps passait, plus il était impossible de parler. Comment dire la vérité après des mois, des années de silence? J'aurais été complice, non? J'aurais été accusé d'entrave à la justice. Le père Arnaud, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Le poids de ce secret vous a consumé de l'intérieur, n'est-ce pas? Gérard hocha la tête. J'ai arrêté de dormir normalement. Je faisais des cauchemars. Je voyais le visage de Céline partout. J'ai développé des ulcères, de l'hypertension. Je me suis isolé complètement parce que je ne supportais plus de croiser le regard des gens du quartier, surtout celui de Sophie Mercier. Je me suis construit une prison mentale et j'y suis resté enfermé pendant presque 3 décennies. Le capitaine Giraud se leva. Nous allons avoir besoin d'une déposition formelle complète. Tout ce dont vous vous souvenez sur cette voiture, sur Robert Laurent, sur l'horaire précis. Nous allons rouvrir cette enquête immédiatement. Il y a autre chose, dit Gérard faiblement. Environ 6 mois après la disparition, j'ai remarqué quelque chose. Robert Laurent avait changé de voiture. La Renault beige avait disparu. Il conduisait maintenant une Peugeot grise. Je me suis demandé s'il s'était débarrassé de l'ancienne voiture parce qu'elle pouvait contenir des preuves. La lieutenante Vasseur nota cette information cruciale. Vous souvenez-vous du numéro d'immatriculation de la Renault? Gérard ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. Non, je suis désolé. Je ne l'ai jamais vraiment regardée, mais elle était immatriculée dans le Maine-et-Loire, j'en suis sûr. Les plaques commençaient par 49. Le capitaine se tourna vers sa collègue. Contacte immédiatement le commissariat. Je veux toutes les informations sur Robert et Christine Laurent, leur adresse actuelle, leurs emplois, tout. Et je veux le dossier complet de l'affaire Céline Mercier sur mon bureau dans 2 heures. Il se retourna vers Gérard. Monsieur Fontaine, vous allez rester ici sous surveillance médicale. Nous reviendrons demain avec un magistrat pour prendre votre déposition officielle. En attendant, je vous demande de ne parler de cette affaire à personne d'autre. Gérard acquiesça faiblement. Le capitaine et la lieutenante quittèrent la chambre rapidement. Le père Arnaud resta seul avec le vieil homme mourant. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit doucement le prêtre. « C'était tard, mais vous l'avez fait. » Gérard secoua la tête.
C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Cette petite fille, elle aurait 43 ans maintenant. Elle aurait peut-être eu des enfants. Une vie. Et à cause de mon silence, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé, l'interrompit le père Arnaud. Et ce n'est pas vous qui avez commis le crime, si crime il y a eu. Vous avez fait une terrible erreur de jugement, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Non, juste un lâche. Dans les couloirs de l'hôpital, le capitaine Giraud et la lieutenante Vasseur marchaient rapidement vers la sortie. « Tu y crois » demanda Émilie Vasseur. « Je ne sais pas » répondit Thomas Giraud. « Mais nous n'avons pas le choix, il faut vérifier. Si ce qu'il dit est vrai, nous avons laissé un assassin d'enfants vivre tranquillement pendant 28 ans. » À 22h30, le même soir, une équipe de 4 enquêteurs était réunie dans la salle de réunion de la police judiciaire d'Angers. Sur la table, un vieux carton poussiéreux marqué Mercier Céline, disparition 1983. Le capitaine Giraud l'ouvrait avec précaution, comme s'il manipulait une relique fragile. À l'intérieur, des centaines de pages. Des procès-verbaux d'audition jaunis, des photos de la fillette disparue, des cartes annotées des zones de recherche, des rapports d'analyse qui n'avaient rien donné, et, classés par ordre alphabétique, les auditions de tous les résidents de la rue Waldeck-Rousseau. La lieutenante Vasseur sortit le dossier de Robert Laurent, une dizaine de pages. Identité. Robert Laurent, né le 3 février 1947, donc 36 ans au moment des faits. Profession, comptable chez Matériaux de l'Ouest S.A. Marié à Christine Laurent, née Duval, professeur de musique. Une fille, Mathilde, 8 ans, meilleure amie de la victime. L'audition avait eu lieu le dimanche 15 juin 1983 à 16h. Robert Laurent y déclarait avoir travaillé dans son bureau toute la journée du samedi. Il était arrivé à 8h30 et était parti vers 18h. Plusieurs collègues pouvaient en témoigner. Il avait appris la disparition de Céline en rentrant chez lui vers 18h30 et avait immédiatement participé aux recherches. « Vérifie les témoignages de ses collègues », ordonna le capitaine Giraud. Vasseur feuilleta le dossier et trouva 3 attestations signées. Marcel Girard, directeur commercial, Sylvie Moreau, secrétaire de direction, Philippe Bernard, autre comptable. Tous confirmaient la présence de Robert Laurent au bureau ce samedi-là. Il l'avait vu dans les couloirs, à la machine à café, à son poste de travail. « Ces témoignages ont été recueillis quand » demanda le capitaine. « Le 17 juin, 2 jours après l'audition de Laurent. »« Par qui » Vasseur vérifia. « Lieutenant Marchand, il est mort en 1998, cancer. » Le capitaine Giraud tambourinait des doigts sur la table, réfléchissant. Si Fontaine dit vrai, ces 3 personnes ont menti, ou bien Laurent a truqué sa présence d'une manière ou d'une autre. Il faut retrouver ces témoins. Un jeune enquêteur, le lieutenant Kevin Leroy, leva la main. « Chef, j'ai trouvé l'adresse actuelle des Laurent. Ils habitent à Cholet, à 50 km d'ici, rue de la Paix, numéro 24. Il est toujours comptable. Elle est à la retraite depuis 2009. La fille, Mathilde, vit à Paris. Elle est avocate. » Bien. Demain matin à 7h, on va leur rendre une petite visite. En attendant, je veux tout savoir sur eux. Leurs finances, leurs déplacements, leurs antécédents. Tout. L'équipe se mit au travail. Les heures passèrent. À 3h du matin, la lieutenante Vasseur poussa une exclamation. « Chef, regarde ça !» Elle avait demandé à consulter les archives des immatriculations de véhicules du Maine-et-Loire pour 1983. La liste des Renault 12 immatriculés au nom de Robert Laurent affichait un résultat. Renault 12 beige immatriculé le 15 mars 1980. Numéro 446 CFZ 49. Propriétaire Laurent Robert. Adresse 12 rue Waldeck-Rousseau, Angers. Et ensuite, Vasseur continua sa recherche. Décembre 1983. La voiture est vendue à un ferrailleur de Saint-Nazaire, mise à la casse immédiatement. Le capitaine frappa du poing sur la table, 6 mois après la disparition. Exactement ce que Fontaine a dit. Il s'est débarrassé de la voiture. Ça ne prouve rien en soi, tempéra Vasseur. Beaucoup de gens changent de voiture. Oui, mais pas en la vendant à la casse, alors qu'elle n'avait que 3 ans. Normalement,
On la revend à un particulier ou on la donne en reprise. On ne l'envoie pas directement au ferrailleur, sauf si on veut qu'elle soit détruite complètement. Le lendemain matin, lundi 21 mars 2011, à 7 heures précises, 2 voitures de police s'arrêtaient devant le numéro 24 de la rue de la Paix à Cholet. Le capitaine Giraud, la lieutenante Vasseur et 2 autres officiers en descendirent. C'était une maison à étages, plus grande et plus moderne que celle de la rue Waldeck-Rousseau. Un jardin bien entretenu, une allée pavée, 2 voitures garées, une Citroën C4 et une Renault Clio. Le capitaine sonna. Après un moment, la porte s'ouvrit. Une femme dans la soixantaine, cheveux teints en blond, visage marqué mais soigné, les regarda avec surprise et inquiétude. Christine Laurent. « Madame Laurent ? Capitaine Giraud, police judiciaire d'Angers. Nous aurions besoin de parler avec vous et votre mari. » Christine pâlit. « Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Pouvons-nous entrer ?» Elle s'effaça pour les laisser passer. Le salon était confortable, décoré avec goût. Des photos de famille sur les murs, Mathilde enfant, adolescente, jeune femme, des photos de mariage, de vacances. « Robert !» appela Christine. « Il y a la police !» Un homme descendit l'escalier, vêtu d'un peignoir, les cheveux gris en bataille. 64 ans, un peu enrobé, des lunettes sur le nez. Il se figea en voyant les 4 policiers dans son salon. « Monsieur Laurent ?» dit le capitaine Giraud. « Nous enquêtons sur une vieille affaire, la disparition de Céline Mercier en juin 1983 à Angers. » Robert Laurent ne scia pas. « Je m'en souviens, c'était terrible, elle était la meilleure amie de notre fille. Mais pourquoi venir nous voir maintenant, après toutes ces années ? Parce que nous avons un nouveau témoin qui vous place sur les lieux au moment de la disparition. » Le visage de Robert se durcit imperceptiblement. « C'est impossible. J'étais au travail ce jour-là. » C'est dans le dossier. Mes collègues l'ont confirmé. Un témoin affirme vous avoir vu dans votre Renault 12 beige, rue Waldeck-Rousseau, vers 16 heures. Il vous a vu parler à Céline Mercier et la faire monter dans votre voiture. Christine porta une main à sa bouche, son visage devenant livide. « Non, non, ce n'est pas possible. » Robert resta immobile, mais ses mâchoires se serrèrent. « Ce témoin se trompe, ou il ment. J'étais au bureau. Pourtant, vous vous êtes débarrassé de cette voiture 6 mois après la disparition. Vous l'avez envoyée directement à la casse. Pourquoi? Elle avait des problèmes mécaniques. J'en ai acheté une autre. Vraiment? Une voiture de 3 ans avec des problèmes assez graves pour justifier sa destruction complète? Vous ne trouvez pas ça étrange? » Robert se redressa, croisant les bras. « Je veux parler à un avocat. Je ne dirai rien de plus sans avocat. » Le capitaine Giraud fit signe à ses collègues. « Robert Laurent, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Céline Mercier. Vous avez le droit de garder le silence et de prévenir un avocat. » Tandis qu'on menottait Robert, Christine s'effondra sur le canapé en sanglots. « Je ne comprends pas. Robert, dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur !» Mais Robert Laurent gardait le silence, le regard fixe, tandis qu'on l'emmenait vers la voiture de police. Au commissariat d'Angers, Robert fut placé en cellule de garde à vue. Son avocat, maître François Delorme, un homme en costume gris aux traits sévères, arriva 2 heures plus tard. Ils eurent un entretien privé de 45 minutes. À 14 heures, Robert Laurent était conduit dans la salle d'interrogatoire. Présent, le capitaine Giraud, la lieutenante Vasseur, maître Delorme et un juge d'instruction, le magistrat Henri Leblanc, 60 ans, qui avait été saisi du dossier dans la matinée. « Monsieur Laurent, » commença le juge, « vous êtes entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant la disparition présumée inquiétante et la séquestration possible de Céline Mercier, mineure de 8 ans, survenue le 14 juin 1983 à Angers. Vous avez été informé de vos droits. Souhaitez-vous faire une déclaration ?» Robert regarda son avocat qui hocha la tête. Il prit une longue inspiration. « J'étais à mon bureau ce jour-là. »« Nous avons vérifié, » dit le capitaine Giraud. « Votre entreprise, Matériaux de l'Ouest, fermait exceptionnellement à 13 heures les samedis d'été. Vos prétendus témoins ne pouvaient pas vous avoir vu travailler tout l'après-midi puisque le bureau était vide. » Robert blêmit. Maître Delorme feuilletait frénétiquement ses notes.
De plus, continua Vasseur, nous avons contacté Marcel Girard et Philippe Bernard. Tous deux sont à la retraite et vivent encore dans la région. Confrontés aux horaires réels de l'entreprise, ils ont admis que vous leur aviez demandé un faux témoignage. Vous leur aviez dit que vous aviez un problème personnel, que vous étiez absent du bureau cet après-midi-là pour des raisons que vous ne pouviez pas révéler, et qu'il vous fallait un alibi. Par amitié, ils avaient accepté. Quant à Sylvie Moreau, elle est décédée en 2004, mais sa fille nous a remis son journal intime où elle mentionnait avoir menti pour vous. Le silence dans la salle était écrasant. Robert Laurent baissa la tête. « Je n'ai pas tué Céline », murmura-t-il finalement. « Alors expliquez-nous ce qui s'est passé ce jour-là, » dit le juge Leblanc, « parce que pour l'instant, tout vous accuse. » Robert ferma les yeux. Ses mains tremblaient sur la table. Après un long moment, il commença à parler, et la vérité terrible, inattendue, émergea enfin après 28 ans de silence. « Ce jour-là, » commença Robert d'une voix brisée, « je n'étais pas au travail. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, une femme, à l'hôtel Le Bretagne, près de la gare. Nous nous voyions depuis 6 mois, une liaison. Christine ne savait rien. Christine, qui avait été autorisée à assister à l'interrogatoire en tant que partie civile potentielle, laissa échapper un sanglot. « L'hôtel peut confirmer » demanda le capitaine. « Non, nous utilisions toujours de faux noms, et c'était il y a 28 ans. Ils n'auront plus les registres. Le nom de cette femme ?» Robert hésita, puis murmura « Sylvie Moreau, la secrétaire de mon entreprise. » Christine se leva brusquement et sortit de la salle, des sanglots secoués dans tout son corps. Une policière la suivit. « Continuez, » dit sèchement le juge. « J'étais censé rester à l'hôtel tout l'après-midi, mais Sylvie a dû partir plus tôt. Un problème familial, je ne me souviens plus exactement. Il était environ 15h45. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais en arrivant dans ma rue, j'ai paniqué. Christine et Mathilde étaient censées être parties chez la belle-mère pour l'après-midi. Mais, et si elles étaient revenues plus tôt? Comment expliquer que j'étais là alors que je devais être au bureau? J'ai ralenti, je ne savais pas quoi faire. C'est là que j'ai vu Céline, seule sur le trottoir. Elle avait l'air de s'ennuyer. J'ai eu une idée stupide. Je me suis dit que si je l'emmenais faire un tour, acheter une glace ou quelque chose, quand je reviendrais, je pourrais prétendre que j'avais fini le travail plus tôt et que j'étais venu chercher Céline pour lui faire plaisir. Ça semblait plausible. Nos filles étaient amies, je m'occupais souvent d'elles. Vous lui avez parlé? Oui, je me suis arrêté, j'ai baissé la vitre, je lui ai dit « Salut Céline, tu veux venir avec moi acheter une glace ? On ira chercher Mathilde après. » Elle a souri et elle est montée, sans hésiter. Elle me connaissait, elle me faisait confiance. La voix de Robert se brisa. Il pleura quelques instants avant de continuer. Je suis parti, j'ai roulé en direction du centre-ville. Céline bavardait, contente. Elle me racontait sa journée. Et puis, alors que j'approchais de la place Molière, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma femme, Christine, elle marchait sur le trottoir avec sa mère et Mathilde. Elles revenaient des courses, elles avaient des sacs. Si elles me voyaient dans la voiture avec Céline alors que j'étais censé être au travail, qu'avez-vous fait? J'ai tourné brusquement dans une rue adjacente pour les éviter. J'étais en panique totale, je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais pas ramener Céline maintenant, Christine allait me voir. Elle allait se demander pourquoi j'étais là. L'alibi que j'avais imaginé ne marchait plus. J'ai continué à rouler, sans direction précise, essayant de réfléchir. Et Céline? Elle a commencé à s'inquiéter. Elle demandait « Monsieur Laurent, où on va? Vous n'allez pas au marchand de glace ?» Je lui répondais que oui, qu'on y allait, qu'il fallait juste que je trouve une place pour me garer. Mais je mentais, je roulais au hasard dans Angers, complètement perdu. Robert prit sa tête entre ses mains, le corps secoué de tremblements. Puis j'ai eu une autre idée. Je me suis dit que j'allais la ramener, mais pas tout de suite. J'attendrai 1 heure ou 2, le temps que Christine et Mathilde rentrent à la maison. Ensuite, je ramènerai Céline, et je dirai qu'elle était venue avec moi faire une course, n'importe quoi. Entre-temps, je devais la garder quelque part où personne ne nous verrait. Où l'avez-vous emmenée?
Il y avait un vieux hangar agricole abandonné, à environ 15 kilomètres d'Angers, sur la route de Beaufort-en-Vallée. Je le connaissais parce que j'allais parfois m'y garer avec Sylvie quand nous voulions être tranquilles. Un endroit isolé, personne ne venait jamais là. Le capitaine Giraud et la lieutenant Vasseur échangèrent un regard tendu. « Continuez !» Je suis arrivé au hangar vers 16h30 peut-être. Céline commençait vraiment à avoir peur maintenant. Elle demandait à rentrer chez elle. Elle voulait sa maman. J'essayais de la rassurer. Je lui disais que c'était un jeu, qu'on allait attendre un peu et puis rentrer. Mais elle pleurait. Elle voulait sortir de la voiture. Robert pleurait ouvertement maintenant, les mots sortant entre deux sanglots. Je l'ai fait descendre de la voiture. On est entré dans le hangar. C'était sombre. Il n'y avait pas d'électricité. Juste la lumière qui entrait par les fissures des murs en planche. Il y avait de vieux outils agricoles rouillés, de la paille pourrie. Céline était terrifiée. Elle criait qu'elle voulait rentrer. J'essayais de la calmer. Je lui promettais qu'on allait bientôt partir. Je lui ai dit que je devais juste passer un coup de téléphone et qu'après on rentrerait. Il y avait un téléphone là-bas? Non. J'ai menti. En vérité, je ne savais plus quoi faire. J'étais piégé dans mes propres mensonges. Je me suis dit que j'allais attendre 19h ou 20h, puis ramener Céline et inventer une histoire. Mais comment expliquer qu'elle avait disparu pendant 4 heures? Comment expliquer que je ne l'avais pas ramenée immédiatement? J'ai passé 2 heures dans ce hangar avec cette petite fille terrorisée. Elle pleurait, me suppliait de la ramener chez sa maman. Et moi je paniquais de plus en plus. J'ai réalisé que j'avais tout gâché. Que quoi que je fasse maintenant, j'allais me faire attraper. Si je la ramenais et qu'elle racontait ce qui s'était passé, on me demanderait pourquoi je l'avais emmenée. On découvrirait ma liaison. Ma femme me quitterait. Je perdrais ma fille, mon travail, tout. Le juge Leblanc le regardait avec un mélange de dégoût et d'horreur. « Qu'avez-vous fait, monsieur Laurent ?» Robert leva vers lui des yeux remplis de larmes. « J'ai pris la pire décision de ma vie, la plus lâche, la plus impardonnable. Vers 18h30, j'ai dit à Céline que j'allais chercher de l'eau dans la voiture. Je suis sorti. Elle est restée à l'intérieur du hangar. Et moi, je suis remonté dans ma voiture, et je suis parti. Je l'ai abandonnée là. » Un silence de mort tomba dans la salle d'interrogatoire. Même Maître Delorme, habitué aux horreurs que peuvent commettre les humains, avait pâli. « Vous l'avez laissée seule », dit le capitaine Giraud d'une voix blanche. Une enfant de 8 ans, dans un hangar abandonné, à 15 kilomètres de chez elle, alors qu'il commençait à faire nuit. Oui, le mot était à peine audible. Et ensuite, je suis rentré chez moi. Christine et Mathilde étaient là. Elles venaient juste d'arriver. Je leur ai dit que j'avais fini le travail plus tôt. Christine m'a demandé si j'avais vu Céline, si je savais où elle était. Elle m'a dit que Sophie la cherchait partout. J'ai dit que non, que je venais d'arriver. Quelques minutes plus tard, on a entendu Sophie qui hurlait dans la rue. Et tout s'est enchaîné très vite. La police, les recherches. Vous avez participé aux recherches? Oui. Pendant 2 jours, j'ai cherché avec les autres, tout en sachant où elle était. Tout en espérant quoi? Que quelqu'un d'autre la trouve? Que par miracle elle s'en sorte? Quand êtes-vous retourné au hangar? Robert respira profondément. Le mardi matin, 3 jours après. J'ai prétexté devoir aller au travail et j'ai pris la voiture. J'y suis allé seul, terrorisé à l'idée de ce que j'allais trouver. Et qu'avez-vous trouvé? Elle était morte. Céline était morte. Les mots tombèrent comme des pierres. Le capitaine Giraud dut se retenir de frapper sur la table. Comment? Elle était allongée près de la porte du hangar. Elle avait essayé de sortir, mais la porte était coincée, elle fermait mal. Il fallait forcer pour l'ouvrir. Elle n'avait pas assez de force. Elle était morte de froid, je pense, ou de déshydratation, peut-être de peur. Je ne sais pas. Elle avait les yeux ouverts. Elle me regardait. Robert sanglota violemment. Le corps plié en 2. J'ai paniqué complètement. Je ne pouvais pas appeler les secours. On aurait su que j'étais impliqué. J'ai pris son petit corps dans mes bras. Elle était si légère, si froide. Je l'ai mise dans le coffre de ma voiture, enroulée dans une vieille bâche qui était dans le hangar. Et j'ai roulé. Où? Vers le sud. J'ai roulé pendant plus d'1 heure. Je suis arrivé dans la forêt de Vézin.
Une zone très dense, sans chemin. J'ai marché avec elle pendant longtemps, peut-être 45 minutes, jusqu'à trouver un endroit vraiment isolé, où personne ne passe jamais. Et là, j'ai creusé. J'ai creusé une tombe avec mes mains, avec un bout de bois. Ça m'a pris des heures, et je l'ai enterrée. Il leva les yeux vers les enquêteurs, son visage ravagé par le remords. Je peux vous indiquer l'endroit exact, je m'en souviens parfaitement. J'y pense chaque jour depuis 28 ans. Le juge Leblanc fit signe au capitaine Giraud. Organisez une recherche immédiatement avec des équipes cynophiles et l'anthropologie judiciaire. Je veux ce corps retrouvé. Robert hocha la tête. J'ai marqué l'endroit. Un cairn de pierre. 3 grosses pierres plates empilées. Je ne sais pas si elles sont encore là après tout ce temps, mais c'était à 23 pas d'un chêne fourchu, le seul dans cette zone. Orientation plein nord. Le lendemain, le mercredi 23 mars 2011, une équipe de 30 personnes se déployait dans la forêt de Vézins sous la direction de Robert Laurent Menotté. Après 2 heures de marche et de recherche, ils trouvèrent le chêne fourchu. À 22 pas exactement vers le nord, les 3 pierres plates étaient toujours là, recouvertes de mousse et de feuilles mortes. Les anthropologues commencèrent à creuser avec précaution. À 65 cm de profondeur, ils trouvèrent des restes de tissus pourris, puis des os, de petits os, un crâne d'enfant. Les restes de Céline Mercier. L'identification par ADN prendrait quelques jours, mais personne ne doutait. Après 28 ans, la petite Céline rentrait enfin chez elle. Sophie Mercier fut informée le soir même. Elle s'effondra dans les bras de Marc. Ils pleurèrent ensemble pour la première fois depuis des années, unis dans un chagrin qui pouvait enfin commencer son chemin vers quelque chose qui ressemblerait, peut-être, à la paix. Julien prit le premier train de Nantes. La famille se retrouva dans le salon de la maison de la rue Waldeck-Rousseau, celle qu'il n'avait jamais voulu quitter au cas où Céline reviendrait un jour. Gérard Fontaine fut informé par le capitaine Giraud qui vint le voir à l'hôpital. Le vieil homme pleura en silence, puis murmura « Au moins, elle peut être enterrée décemment. Sa famille peut lui dire au revoir. »« Votre témoignage a permis de résoudre cette affaire ?» dit le capitaine. « Sans vous, la vérité serait morte avec vous dans quelques semaines. » Gérard secoua la tête faiblement. « Non, si j'avais parlé en 1983, peut-être qu'elle serait encore vivante. J'ai juste corrigé une infime partie de mon erreur. Ça ne rachète rien. » Robert Laurent fut inculpé de séquestration de mineurs suivie de mort, non-assistance à personne en danger et destruction de preuves. Il plaida coupable et fut condamné en octobre 2011 à 22 ans de réclusion criminelle. En prison, on dit qu'il passe ses journées prostré, parlant rarement, mangeant peu. Christine demanda le divorce immédiatement. Mathilde, dévastée, refusa de le revoir. Les funérailles de Céline Mercier eurent lieu le 15 avril 2011, presque 28 ans jour pour jour après sa disparition. Tout Angers sembla s'être déplacé. L'église était bondée. Sophie portait une robe noire et tenait dans ses mains la vieille photo d'école de sa fille. Marc, vieilli de 20 ans en quelques semaines, soutenait sa femme. Julien lisait un texte qu'il avait écrit pour sa petite sœur, la voix brisée par les sanglots. Dans le cimetière de l'Est d'Angers, sous un ciel gris d'avril, le petit cercueil blanc fut descendu en terre. Sur la pierre tombale, on grava « Céline Mercier, 2007 avril 1975, 14 juin 1983. Revenu parmi les siens en 2011. Tu nous as tant manqué. » Gérard Fontaine mourut le 28 avril 2011, exactement 40 jours après sa confession. Le père Arnaud célébra une petite messe d'enterrement. Très peu de monde. Le capitaine Giraud y assista, par respect. Dans son testament, Gérard avait légué toutes ses économies, 43 000 €, à une association d'aide aux familles d'enfants disparus. Sophie Mercier ne retourna jamais vivre rue Waldeck-Rousseau. Elle et Marc vendirent la maison et s'installèrent dans un petit appartement près du centre-ville. Elle dit à son fils « Il était temps de partir, Céline n'est plus là-bas. Elle est en paix maintenant, et nous devons essayer de vivre. » Ils essaient. Chaque jour est encore difficile, mais différemment.
Ce n'est plus l'incertitude déchirante qui rongeait. C'est un deuil, terrible, mais complet. Ils peuvent pleurer leur fille, se recueillir sur sa tombe, lui parler. Sophie a recommencé à dormir quelques heures par nuit. Marc a repris goût à la lecture. Julien vient les voir 2 fois par mois avec ses enfants. La vie continue, marquée à jamais, mais pas complètement détruite. Cette affaire nous montre comment un acte de lâcheté, une série de mauvais choix motivés par la peur des conséquences, peut détruire des vies à jamais. Robert Laurent n'était pas un monstre prémédité. C'était un homme ordinaire qui a fait des choix extraordinairement mauvais, chacun aggravant le précédent jusqu'à l'irréparable. Et Gérard Fontaine nous rappelle que le silence, même quand il provient de la peur ou de l'incertitude, peut être aussi destructeur que l'acte lui-même. Pendant 28 ans, la vérité était là, à quelques maisons de distance, prisonnière d'une conscience torturée. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire? Pensez-vous que Gérard aurait dû parler plus tôt, même en risquant de se tromper? Et Robert Laurent mérite-t-il notre compréhension ou seulement notre condamnation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez votre like si ce cas vous a touché et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie également les affaires criminelles réelles. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette terrible histoire.